Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! D'ici 2030, environ 39% des compétences clés seront transformées par l'intelligence artificielle selon le World Economic Forum. Et selon l'OCDE, une compétence technique aurait aujourd'hui une durée de vie qui oscille entre 12 et 18 mois. Alors, face à ces chiffres, doit-on s'affoler ? Les robots vont-ils nous remplacer ? Comment nos carrières vont-elles vraiment évoluer ? Et que peut-on faire pour s'y préparer ? Pour parler de ce bouleversement en cours, j'ai invité Sandrine Sareva à mon micro, directrice des systèmes d'information chez Manpower Group Talent Solutions. Sandrine pilote depuis plusieurs années les transformations digitales et humaines de l'organisation. Cette double compétence précieuse nous permet de comprendre comment l'IA transforme non seulement les outils, mais aussi les compétences et les parcours professionnels. Alors, au cours de notre discussion, ensemble on explore des cas d'usage concrets de l'IA dans les RH et la gestion des carrières. On explore également les enjeux éthiques, réglementaires et environnementaux de l'intégration massive de l'IA dans les organisations. Mais aussi comment se construire une carrière résiliente dès maintenant pour rester compétent et employable sur le long terme. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Manpower Group Talent Solutions, qui accompagne entreprises et talents dans leur grande transformation. Et pour aller plus loin, ils ont développé l'AI Impact Scorecard, un outil stratégique qui permet d'anticiper les transformations liées à l'IA. Il aide à mesurer le potentiel d'évolution des métiers, à éclairer les investissements à prévoir et surtout à imaginer des trajectoires RH concrètes et adaptées aux réalités de chaque organisation. C'est un véritable support de réflexion et de décision, conçu pour aider les entreprises à naviguer dans l'ère de l'IA avec clarté. J'ai passé un moment passionnant avec Sandrine et je lui ai posé toutes mes questions sans tabou. J'espère que notre échange vous amènera à des pistes intéressantes dans vos réflexions sur l'IA. Bonne écoute! Bonjour Sandrine! Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci pour l'invitation. Je suis ravie également de te recevoir à mon micro. Sandrine, tu es la directrice des systèmes d'information de Talent Solutions, qui appartient à Manpower Group. Alors, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui à mon micro parce qu'ensemble, on va enfin aborder sur le Tilt un sujet qui est vraiment chaud bouillant et qui interroge énormément de gens sur leur carrière. C'est l'IA et l'impact sur les carrières, justement. Toi qui travailles chez Talent Solutions sur ces sujets, tu vas pouvoir nous apporter énormément d'infos précieuses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît ? On va tester, on va tenter. Donc, je dirais que je suis une grande curieuse. J'adore apprendre, comprendre et surtout partager tout ce que je découvre. Donc ça peut être rébarbatif pour les gens, mais voilà, c'est un peu mon côté partage. J'ai grandi aussi avec l'idée que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. C'est certainement dû à mon histoire personnelle également par rapport à mon parcours. Et puis aussi, je suis maman de 2 petites tornades pleines d'énergie. Donc, ça me rappelle tous les jours que l'agilité, c'est une vraie compétence de terrain que j'essaie d'appliquer au quotidien. Alors, est-ce que tu peux me dire, en tant que directrice des systèmes d'information, depuis quand l'intelligence artificielle, elle est entrée dans ton scope ?
Alors, c'est vrai que c'est assez flou, hein, parce que c'est venu un peu au fil de l'eau. Et puis même, le fait de le dire dans mon scope, c'est même plus large parce que l'IA impacte tout le monde. Mais je dirais que ça a commencé à faire son chemin chez Manpower Group vers 2018, où j'étais déjà dans l'entreprise, quand on a lancé notre grosse transformation digitale. Et très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas juste une techno de plus, mais un vrai levier pour faire évoluer les compétences et remettre l'humain au centre. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on ne parlait pas seulement d'outils ou de data, parce que la data c'est quelque chose qui est très lié aussi à l'IA, mais d'un changement de posture. L'IA, ce n'est pas juste un sujet IT, c'est un sujet de société, de culture, de gouvernance. Et c'est là finalement que ça devient passionnant. Et alors, quels ont été les premiers signaux que toi, tu as observés dans l'entreprise autour des sujets IA ? Alors, les premiers signes, hein, c'est vraiment quand ça a été très concret par rapport au métier de l'entreprise et quand on a commencé à parler de matching automatique, d'analyse prédictive, de recommandations personnalisées. Là, on est passé de la théorie à la pratique. L'IA entrait dans nos outils, nos process et nos décisions. Comment c'est arrivé sur le sujet, par exemple, le sujet du matching ? J'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas nouveau. C'est arrivé par quelle porte, ce sujet-là, par exemple ? Est-ce que tu te souviens comment est-ce que vous avez eu l'idée pour la première fois ? Tous les jours, hein, on se remet un peu en question, on essaye de gagner en productivité, on essaye d'améliorer du temps. Et forcément, les consultants, quand ils travaillent chez les clients, l'idée, c'est qu'on essaye de tout optimiser. Donc finalement, c'est des sujets qui sont assez consommateurs. Et le résultat aussi, il est important. Donc finalement, c'est revenu assez naturellement par rapport à un gain de productivité aussi et d'apporter de la qualité pour faire un matching plus pertinent et plus impactant. Oui, donc en fait, c'est vraiment arrivé, pas sous le prisme d'une nouvelle technologie qu'il faut aller tester sur plein de sujets, mais vraiment sous le prisme et de la productivité et de la qualité que vous pouvez fournir à vos clients. Exactement. Ouais. Et alors là, on parle d'intelligence artificielle, on le lit à toutes les sauces, tous les jours, sur tous les sujets de l'entreprise, mais aussi aujourd'hui dans nos vies personnelles. Mais toi, en tant que DSI, comment est-ce que tu définirais concrètement l'intelligence artificielle appliquée au monde du travail ? Alors pour moi, l'IA appliquée au monde du travail, c'est avant tout un outil qui permet de traiter des volumes massifs de données. Ça traite un volume qu'on ne peut pas humainement traiter en solo. D'en extraire les infos utiles, de repérer des signaux faibles qu'on n'aurait pas forcément détectés et d'automatiser certaines tâches. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de lui faire gagner du temps là où sa valeur est essentielle, pour recentrer l'humain là où potentiellement il y a un différentiel par rapport à une intelligence artificielle. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner pour des applications dans le monde du travail ? Dans les RH, par exemple, là, ça se traduit concrètement. On a parlé rapidement tout à l'heure de matching. Donc, on fait matcher des offres avec des profils. On fait de la présélection automatisée. On analyse des entretiens pour limiter les biais. On peut faire des recommandations sur des parcours de formation personnalisés en prenant différentes compétences, pas que sur les hard skills, mais également on peut intégrer aussi la partie soft skills. Donc, ça fait des analyses vraiment personnalisées. Bref, l'IA, pour moi, ça devient un vrai copilote pour rendre les parcours plus fluides, plus justes et plus adaptés aux besoins de chacun. Et alors, parce que là, tu donnes plein d'applications possibles qui sont hyper intéressantes et je pense qui peuvent vraiment beaucoup aider les organisations. Mais j'ai quand même une question autour de l'éthique, tu vois, et de l'IA dans le monde du travail. Je pense que tu pourras nous en parler, mais de la manière dont c'est cadré en Europe et puis peut-être par extension dans le monde. Oui. Parce que j'imagine que c'est à la fois extrêmement vertueux, mais on a besoin de le cadrer pour pas tomber dans des biais de recrutement, par exemple, ou faire exploiter la data d'une manière qui serait pas forcément très vertueuse. Exactement. Et évidemment, on ne peut pas parler d'IA dans les RH sans parler de responsabilité. Parce que derrière chaque donnée, il y a une personne, et derrière chaque algorithme, il y a des choix. Le RGPD, par exemple, nous a déjà appris à être vigilant sur la protection des données. Mais avec l'IA Act, c'est vraiment ce qui régule l'usage de l'IA en Europe, on passe un cap. Les outils qu'on utilise pour recruter, évaluer ou accompagner les carrières sont désormais considérés comme haut risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA Act, donc qui est vraiment une régulation européenne, permet de catégoriser en fait les risques de l'usage de l'IA. Et typiquement, tout ce qui est RH est considéré comme à haut risque. Donc, il faut être très vigilant sur, en effet, les applications de l'IA. Tu m'as montré, là, en préparant l'épisode, la manière dont les niveaux de responsabilité étaient triés. En haut, effectivement, de la pyramide, les choses les plus sensibles, les datas les plus sensibles. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, notamment pour le monde des RH, c'est
qu'on ne peut pas en fait exploiter les émotions, les enregistrements les expressions du visage, etc. Pourquoi c'est important justement de garder cette limite dans cet exemple RH? Pourquoi on ne peut pas faire ça? En effet, juste pour resituer un petit peu aussi les règlements avant de répondre à cette question, en effet, l'IA peut aller assez loin et en effet, la réglementation qui est rentrée en vigueur en août 2024, donc c'est des choses récentes, il faut bien garder en tête, et qui sont encore en cours de définition. En effet, il y a déjà eu une classification selon 4 niveaux, les usages interdits, et c'est le fameux haut de pyramide qui est interdit, et là, en effet, on parle de l'analyse des émotions, par exemple, au travail, du scoring social ou de la catégorisation biométrique. Ça, typiquement, c'est mis en application depuis février 2025, c'est interdit. En Europe, on ne peut pas l'utiliser. J'insiste sur l'Europe parce que forcément, toutes ces technologies sont utilisées partout dans le monde et la réglementation en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis ou en Asie ou partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser les expressions des émotions parce qu'on pourrait aller un peu loin. Si on n'intègre pas des vérifications humaines ou un contrôle humain, ça peut être très, très loin. Imaginons sur les entretiens annuels, enfin même pas les entretiens managers-salariés, on enregistre l'entretien. On est sur la période des augmentations, par exemple. Tiens, on va faire une analyse avec l'IA. On va dire, tiens, cette personne, éventuellement, on la trouve un peu plus impliquée, moins impliquée. Et du coup, l'IA estime qu'elle serait moins engagée dans l'entreprise. On pourrait faire des choix sur ces critères-là, ce qui aujourd'hui n'est pas autorisé et bien heureusement. Et après, en effet, on a d'autres usages. On a d'autres usages qui sont à haut risque. Et là, typiquement, le RH, on est complètement dedans. Tout ce qui est toutes les questions liées à l'emploi, qu'on parle de recrutement, de sélection, c'est des usages très réglementés parce qu'en effet, quand on pousse le curseur un peu loin, on peut avoir des usages qui peuvent être discutables. Je trouve que c'est important quand même de parler de l'IA Act, qui est donc, ça a été mis en place par la Commission européenne, je crois. C'est bien ça, ouais. Et de se dire aussi que, effectivement, l'IA va bouleverser notre monde, mais qu'il y a quand même des réglementations qui vont venir aussi paver la route d'un monde du travail où on va quand même avoir des limites avec les robots. Donc, je trouve que c'est important dans toutes les questions que ça amène sur la gestion des carrières, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, chez Talent Solutions, on intègre ces enjeux dès le départ, parce que même là, je disais que c'était mis en application depuis février 2024. Typiquement, toute la réglementation à partir de tout ce qui est qualifié à haut risque, c'est pas encore mis en application. Ils sont encore en train de définir les limitations. Donc, c'est quelque chose qui grandit, qui s'affine aussi par rapport aussi à l'expérimentation. C'est difficile, c'est quelque chose de nouveau. C'est ça. Donc, forcément, ça prend du temps à définir les contours et ça va être amené à bouger. Et alors, est-ce que toutes les entreprises, elles ont le même niveau de maturité sur l'intégration de l'IA dans leur organisation ? Alors non, clairement pas. Il y a de vrais écarts et c'est normal. Certaines entreprises sont bien avancées avec des cas d'usage concrets intégrés dans leurs pratiques. D'autres sont encore à se poser des questions, à explorer et c'est totalement normal. Ce qui compte, ce n'est pas d'être en avance finalement, c'est de savoir où on en est vraiment. C'est pour ça qu'au sein de Talent Solutions, on a mis en place un diagnostic l'IA Boost qui permet de faire un état des lieux simple et objectif de la maturité de l'IA au sein d'une organisation. C'est une première étape qui est assez simple mais essentielle pour avancer de façon structurée par la suite. Et est-ce que l'IA, elle est importante dans tous les types de structures ou alors est-ce que c'est plutôt intégré facilement dans les grosses structures ? Comment est-ce que ça s'intègre dans le marché du travail en fonction des différents types de structures ? Je pense que l'IA, et c'est bien là, ce qui en fait la révolution aujourd'hui, on en parle un peu partout, c'est qu'elle est accessible par tout le monde. Donc, il n'y a pas de règles, petite structure, grande structure, tel métier ou un autre. Finalement, tout le monde peut bénéficier de l'usage de l'IA. Il n'y a pas de règles, finalement. Si je résume jusqu'à maintenant ce qu'on s'est dit, c'est une nouvelle technologie qui est en train d'inonder le marché du travail, qui est quand même cadré en Europe. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et de se dire que de toute façon, dans le type de structure dans lequel on travaille, ça va être hyper adapté au secteur, à la taille de la structure, etc. Et ça va venir progressivement. Et que les entreprises, elles ont une vraie réflexion de fond, notamment avec les DSI comme toi, mais aussi au niveau stratégique de l'entreprise pour voir où est-ce que tout ça va nous mener, en fait. Exactement. Et pour compléter, c'est vrai que... La porte d'entrée de l'IA, c'était la techno.
Mais aujourd'hui, l'IA n'est plus un sujet technologique, hein. C'est vraiment un sujet dont les métiers doivent s'en saisir pour en effet avoir vraiment des leviers stratégiques. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on n'est plus à la question comment on met l'IA en œuvre. Aujourd'hui, elle est là, elle est accessible par chaque personne de manière individuelle, hein, que ce soit personnelle ou professionnelle. Elle est là, à disposition. Après, c'est comment on la met en œuvre, sur quel cas d'usage, jusqu'où on veut aller. Et c'est là toute la question et l'interrogation qu'on peut observer actuellement. Mais il y a quand même un vrai sujet de formation, tu vois. Oui, la difficulté, c'est que l'IA, il est accessible par tout le monde. Mmh. Finalement, comme c'est accessible, est-ce que tu es censé... parce qu'il n'y a pas vraiment une formation, c'est plus une sensibilisation. Et après, il y a vraiment un besoin d'accompagnement, c'est pour l'intégration dans l'entreprise. Mais finalement, l'IA en elle-même, c'est comme si on te disait, on ne va pas te former à accéder à Facebook, à TikTok, ou Insta, ou ce que tu veux. C'est très accessible. C'est de la culture, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que la question de la formation, c'est difficile. Comment on l'aborde ? Est-ce qu'on met un plan de formation ? C'est compliqué de faire un plan de formation IA, ça n'aurait pas de sens. On a l'IA qui est là pour faciliter les différents métiers et du coup, qu'on doit personnaliser à son environnement. Donc, c'est là. Et donc là, c'est un peu du sur-mesure. Donc, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est complexe en tant qu'individu de se dire, c'est quoi ma part d'acculturation personnelle, jusqu'où je dois aller dans la spécificité de mon métier, et qu'est-ce que l'organisation va m'apporter pour que, en fait, je reste expert de mon sujet, quoi, en fait. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que on a parlé rapidement de l'IA Boost. L'IA Boost, finalement, c'est un genre d'assessment très simple qui va évaluer ta connaissance de l'IA. Est-ce que tu sais en quoi ça consiste, comment c'est fait, ainsi de suite. Et après, ta capacité à l'intégrer, à la porter, à l'ingérer, à la faire vivre. Donc, il y a vraiment ces deux notions. Donc, c'est important de en effet, détecter dans l'entreprise peut-être des personnes qui vont être plus ambassadeurs de ça pour aider les autres, créer une communauté et insuffler la chose pour que ça irrigue toute l'entreprise. Ouais, c'est hyper intéressant. Effectivement, il va y avoir les... Il va y avoir les promoteurs, leaders, il va y avoir les réfractaires et comment on arrive à embarquer tout ça parce qu'il va falloir y aller. Parce que ce n'est pas qu'une question individuelle, est-ce que j'y accède ou pas, ça va être aussi un différentiel pour l'entreprise, pour se démarcher sur le marché. En fait, c'est du tâtonnage. Et je trouve que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de parler avec des entreprises comme la vôtre, parce qu'en fait, vous êtes dans cette... on s'est croisés à Vivatech et j'ai échangé avec Romain, une personne de votre équipe, qui m'a montré l'outil AI Impact Scorecard. En fait, c'était hyper intéressant et il était hyper authentique sur la manière dont vous l'abordez. Il m'a dit, nous, on est en train de construire ces outils et on le co-construit avec des clients. Et on le fait sur le terrain. On essaie, et c'est une posture d'humilité aussi face à la techno qui est, je pense, importante, quoi. C'est marrant que tu parles de cet exemple-là parce que ça me fait penser à autre chose et c'est comment si on l'a appréhendé en interne au sein de Talent Solutions. En effet, l'IA... La mise à l'échelle, la déclinaison est difficile et on parlait de maturité avant et c'est vrai que c'est difficile à mettre en œuvre et avant que les métiers s'en saisissent, parce que pour moi, j'en suis convaincue, il faut que les métiers s'en saisissent pour vraiment changer leur processus et l'intégrer. Comme c'est difficile à déjà en prendre conscience et à le mettre en œuvre, Romain, que tu citais, finalement, on a créé une équipe qu'on appelle la Data et Digital Factory, qui est proche du métier, qui est sur le terrain, qui accompagne nos consultants et qui produisent aussi auprès de nos clients, mais qui ont un petit peu... ils ont une double capacité, une double compétence plutôt, RH et tech. Donc, en étant sur le terrain, avec leur vision tech, arrivent à détecter vraiment les cas d'usage pertinents où il va y avoir un gros impact d'injecter de l'IA. Et ils ont accompagné les métiers comme ça, ce qui nous a permis vraiment de détecter les gros use cases et les mettre en œuvre. Et typiquement, l'IA Impact Scorecard, c'est venu comme ça. Finalement, oui, on veut mettre de l'IA, tout le monde en parle, mais on commence par quel bout ? Déjà se dire... mon entreprise qui travaille dans tel secteur, à tel métier en place, et les tâches liées à ce métier sont celles-là, et c'est celles-là qu'on peut automatiser, et ça a un impact de, je sais pas, on peut optimiser le temps de 50%.
Là, on va dire, OK, on va commencer à travailler là-dessus. Parce que ça va apporter de la valeur. Exactement. Et en fait, ce que tu dis, je pense aussi qu'il faut enlever cette espèce de fantasme que c'est nouveau. Parce que quand tu dis ça, moi, ça me fait penser, j'ai bossé 2 ans en CDI dans une agence d'acquisition. Donc, on faisait du référencement sur Internet et sur tous les types de réseaux sociaux. Moi, j'étais au marketing, mais sur les account managers. Quand je suis arrivée, les account managers, donc ils avaient, par exemple, une entreprise X, ils devaient se référencer sur Google, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les typologies de canaux d'acquisition. Et au bout de 1 an et demi, on avait des account managers qui avaient une partie de leur temps libre parce que Google avait automatisé toute une partie de la manière dont on faisait du SIA, en fait. Mais ça, c'était en 2017-2018. C'est pas nouveau, en fait. L'automatisation, l'optimisation a toujours été au cœur des sujets des entreprises. Il y a plein de choses qui ont été faites. C'est pas nouveau. Et côté IT, on a accompagné ces mises en œuvre. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, ce qu'on faisait, on a décuplé. Enfin, on a multiplié par 1000, par quelques millions. En fait, la capacité. Donc, c'est vrai que l'IA, finalement, c'est un petit peu comme si on décuplait les bras et les cerveaux de l'entreprise. Ça amène plus de puissance de frappe. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça que le volume, la puissance de l'IA, c'est sa capacité à engranger un volume d'informations très important que humainement, on n'est pas capable. Oui, c'est ça. Après, ça amène d'autres débats, comme celui de l'écologie, de la gestion des data centers. Ah oui, clairement. C'est vrai que c'est comme la démat. Pendant longtemps, on dit, écologiquement, c'est mieux de ne pas imprimer. Mais finalement, ne pas imprimer des matériels, il faut stocker. Donc, ça consomme aussi de l'énergie. Et c'est vrai que l'IA est très consommateur. La puissance de calcul pour créer ces algorithmes, c'est très consommateur. Et en effet, je pense que le prochain débat, le prochain enjeu, ça va être écologique et énergétique. Ouais. Et on en parlait avec Sébastien, d'ailleurs, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, où en fait l'entreprise a un vrai gros enjeu dans la manière dont il va gérer les questions environnementales. Et je me souviens, on en avait parlé ensemble avec Sébastien, de est-ce que les sujets écologiques et les sujets technologiques sont des sujets séparés ? Et il m'avait répondu bien évidemment que non. Donc, Et je pense que réellement, aujourd'hui, en effet, l'IA est présent, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. À un moment, il va falloir vraiment se poser la question. Finalement, l'IA, on va peut-être l'utiliser sur vraiment des sujets stratégiques où on estime que là, voilà, il y a de l'importance. Et plutôt qu'aller peut-être faire sa photo de famille en imaginant je ne sais pas quoi, peut-être qu'il y aura une responsabilité individuelle. Et on se dira, non, peut-être que justement, on ne va peut-être pas utiliser cette ressource qui est très consommatrice pour faire ce genre de choses. Des trucs vains, exactement. Ouais. Hyper intéressant. Là, tu disais que effectivement, c'est un sujet métier. Est-ce que peut-être tu as un exemple à nous donner sur un cas d'usage où l'IA nous permet de pouvoir faire évoluer un métier, le transformer ? Oui, là, j'ai un exemple en tête parce qu'on l'a mis en œuvre à une période de l'année où on fait les entretiens annuels où finalement, c'est un moment clé pour l'entreprise parce que chaque manager rencontre l'ensemble des salariés. C'est un moment pour se poser, se partager où on en est, où on veut aller. C'est vrai que c'est des moments forts et importants. Mais finalement, par rapport à cette donnée, il y a beaucoup de données qui en sortent, mais finalement, on n'en fait pas forcément grand-chose. Donc, c'est dans les bases, c'est là, le manager l'a en tête, le collaborateur aussi, mais finalement, on n'en fait pas forcément grand-chose. Typiquement, un cas d'usage concret, avec l'IA, on a mis en œuvre, on a analysé, on a consolidé, on analyse tout ce qui ressort de ces entretiens-là, et ça permet de voir des tendances. Voilà, finalement, est-ce que par rapport finalement au turnover dans l'entreprise, est-ce qu'on aurait pu le détecter par rapport à ce qui en est ressorti dans les entretiens ? Ça permet de faire des analyses. En fait, on a des données très importantes avec des informations que les collaborateurs ont bien voulu partager. Donc, ça permet, c'est une grosse masse de données. L'IA permet justement de l'analyser, de la segmenter, de croiser, de sortir des tendances. Donc, c'est très intéressant pour les entreprises. Ouais, ça permet en fait d'aller sur de l'analyse un peu plus fine et effectivement
en fait, de voir un peu les angles morts qu'on aurait du mal à faire vraiment à la main, en fait. Oui, parce que finalement, si on prend cet exemple-là, un manager qui va faire le point avec, je ne sais pas, disons 5 salariés, au final, il aura vu son angle juste sur son périmètre. Finalement, le fait d'avoir cette vue d'ensemble sur toute l'entreprise, ça permet d'avoir une vue plus large, un angle beaucoup plus large. Et du coup, comment est-ce que vous, chez Talent Solutions, vous accompagnez sur ces réflexions de fond ? Chez Talent Solutions, on a une approche en 3 temps. D'abord, un diagnostic. J'ai parlé de l'IA Boost, mais on a d'autres types de diagnostics. Ensuite, on part sur une feuille de route co-construite pour ensuite faire un accompagnement du changement avec nos clients. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir accès à l'IA, c'est de savoir où et comment l'utiliser concrètement. Identifier les bons cas d'usage, ceux qui ont du sens pour les métiers, c'est là où souvent ça bloque. C'est là qu'intervient notre solution AI Impact Scorecard. Elle permet à chaque entreprise, peu importe d'ailleurs sa maturité, de manière personnalisée, d'identifier toutes les tâches selon les métiers qui peuvent être automatisées et d'en mesurer l'impact. Demain, on va pouvoir automatiser 50% des tâches à un niveau plus ou moins élevé. Potentiellement, ça va optimiser le temps des employés qu'ils allouent à ces tâches-là. Donc, ça permet, cet outil-là, quand on le met à la main des métiers, ça permet d'identifier là où ils veulent travailler, là où ils veulent injecter de l'IA, là où ils veulent changer leur process. Parce que le but, c'est pas d'utiliser de l'IA de manière unitaire, c'est vraiment comment on l'intègre dans nos processus métiers. Et là, ça leur donne la main pour être aux commandes de la transformation à travers l'IA dans leur métier. Bon, là, tu mets le doigt sur un sujet qui est brûlant. C'est la transformation des métiers par l'IA, qui est à la fois, d'un côté, assez enthousiasmant, parce qu'on se demande bien quels vont être les métiers de demain, comment ça va marcher. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi assez effrayant, parce qu'on n'a aucune idée de comment ça va prendre le pas sur nos métiers. Quand on sait qu'on a des outils comme les vôtres qui sont hyper puissants, impactants et qui nous permettent justement d'avoir une projection sur un métier, ce qui va devenir, quelles tâches vont être automatisées dans ce métier-là, etc. Finalement, maintenant qu'on sait qu'on va pouvoir faire ça, en quoi l'IA, elle change notre façon de penser les parcours ? Avant, on pensait carrière comme une ligne droite. On faisait des études, on avait un plan de carrière, on évoluait, donc c'était assez linéaire. Même si, je caricature, c'était pas forcément que ça, mais c'était quand même la grosse majorité. Aujourd'hui, on parle plutôt de chemins multiples, de rebonds, d'opportunités à saisir en temps réel. Et grâce à l'IA, on peut cartographier les compétences, repérer celles qui sont transférables, imaginer des trajectoires qu'on n'aurait jamais envisagées avant. Finalement, l'IA nous sort un peu du cadre, un peu traditionnel, où on a du poste, si je peux le nommer comme ça, pour aller vers une logique de profil plus évolutif. Et surtout, elle permet de personnaliser les parcours, de proposer des formations ciblées, d'anticiper les besoins. C'est un vrai changement de regard. Mais attention, derrière chaque donnée, il y a une personne, et c'est cette personne qu'on accompagne, pas juste son profil. Et c'est là aussi tout le point de notre échange aujourd'hui, c'est que, en fait, effectivement, il y a l'évolution technologique qui est importante, qui est exponentielle, mais c'est quoi l'impact social aussi de ces technologies-là dans l'organisation ? Et tu le dis très bien, c'est comment est-ce qu'on va accompagner les personnes dans la transition de leur métier, dans la transition de leur carrière plus globalement. Puis, comment est-ce qu'on peut aider aussi les gens à comprendre ce sur quoi il va falloir progresser, sur le métier pur, mais aussi sur la manière de vivre sa carrière. Oui, ça me fait penser, ça me fait sourire parce que finalement, l'IA questionne, peut faire peur parce qu'on transforme les métiers. Finalement, on ne transforme pas les métiers, c'est plus comment on les aborde. Mais en même temps, l'IA va aider les personnes à se transformer dans cette transformation. Donc, c'est finalement, on peut le voir comme un problème. Moi, je ne le vois pas forcément comme ça parce que c'est plus une opportunité. Mais finalement, dans tous ces changements, l'IA va être aussi un outil très fort pour chaque individu de se remettre en cause et éventuellement de se repositionner différemment. Donc, finalement, ça va être une aide. Donc, c'est assez... Ouais, c'est ambivalent. Ouais. Là, on est quand même dans un moment historique de transformation. On a à la fois la technologie qui vient énormément chambouler nos métiers et nos organisations. Et puis, on a aussi un contexte économique qui est très challengeant. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs qui, justement, sont un peu perdus face à toutes ces transformations-là qui viennent de plein fouet transformer la manière dont on vit le travail ?
Déjà, d'avoir un regard plutôt optimiste, de voir ça plutôt comme des opportunités. Et finalement, comment naviguer dans ce contexte un petit peu incertain qui bouge beaucoup. On a du mal à anticiper parce que voilà, on sait pas trop où on va aller. Moi, je dirais que voilà, ce qui est important, c'est pour avoir une carrière résiliente aujourd'hui, c'est de se reposer sur 3 piliers importants. L'adaptabilité, pour justement appréhender tous ces changements, la curiosité, parce que du coup, finalement, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Donc, plus on va être en maîtrise, on va s'intéresser, on va comprendre, ça va nous rassurer. Et par rapport à tous ces changements, il faut vraiment avoir une envie d'apprendre en continu. Pour moi, c'est vraiment la clé pour durer dans un monde qui bouge très vite. En fait, pour moi, ça vient à la croisée d'autres sujets qui sont la manière dont on appréhende le temps de la carrière, mais aussi le temps de travail. Et puis, je trouve aussi, tu le disais très justement, ça vient quand même vraiment beaucoup challenger notre manière d'être sécure dans notre travail. Et ça, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Mais du coup, je trouve que c'est très intéressant que tu nous dises, en fait, il n'y a pas vraiment d'îlot de repos en ce moment. Peut-être que ça viendra prochainement. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une forme d'adaptation continue qui demande des ressources, qui demande de la curiosité, qui demande de se mettre en quête de comment ça va évoluer et qu'on n'est pas vraiment dans des chaussons confortables en ce moment et qu'il faut accepter en fait. Non, et c'est bien la difficulté. Et c'est vrai que tout le monde et les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans cet écosystème. On le voit bien, les chiffres le montrent. Aujourd'hui, on a 3/4 des salariés qui se sentent capables d'acquérir de nouvelles compétences qui sont nécessaires pour évoluer. C'est super encourageant, c'est génial. Encore faut-il donner les moyens de le faire. Donc les métiers évoluent vite. Même plus vite que les fiches de poste. Donc, la vraie résilience, ça va être la capacité à se reconfigurer, à apprendre à rebondir. Et là-dessus, l'IA peut être un super allié, à condition qu'elle soit bien accompagnée, bien comprise et qu'elle serve vraiment les besoins des personnes. Quand tu disais, oui, ça demande beaucoup de ressources, se remettre en cause. Aujourd'hui, je ne vais pas citer 500 000 chiffres, mais on a la moitié des salariés aujourd'hui qui se disent ressentir un stress modéré à élevé au quotidien. C'est pas anodin. Et c'est un vrai signal. Ce stress, il vient souvent de la pression de devoir s'adapter en permanence et de maîtriser de nouveaux outils. Donc l'IA vient aussi quelque part remettre une couche et elle est d'autant plus importante que voilà, c'est un vrai bouleversement. Donc notre rôle en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner cette transition, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan émotionnel et culturel. Parce qu'une transformation réussie, ce n'est pas juste une question de techno, et je reviens à chaque fois là-dessus. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est une question de confiance. Donc voilà, c'est... Mais ça, c'est très intéressant. Cette notion de confiance qu'on peut avoir dans l'organisation, dans la manière dont elle va piloter ça, c'est crucial. Déjà, la confiance de base dans l'organisation, c'est quand même un des piliers. Mais dans ce moment de transformation, comment est-ce qu'on réinvente finalement le lien humain qu'on a entre le collaborateur et l'organisation? Ouais, c'est pour ça que voilà, on parle d'IA, mais l'IA ne remplace pas, n'est pas là pour remplacer l'humain. Au contraire, tous ces changements, il y a vraiment besoin de cette connexion, cette empathie, cette discussion. Et on a forcément des périodes de doute, et là, l'IA ne va pas remplacer, ne peut pas se soustraire à une personne. C'est très important d'avoir le soutien, d'avoir les encouragements et la compréhension d'une équipe et de son manager. Donc, si je résume, selon toi, ce qui restera profondément humain dans la gestion des carrières, finalement, c'est la présence à l'autre, c'est l'écoute. Ouais. L'intuition, la relation de confiance, comme on disait. L'IA peut analyser les données, repérer les signaux faibles, proposer des services, mais elle ne remplacera jamais un regard bienveillant. Une vraie conversation, un accompagnement dans un moment clé de carrière. Quand quelqu'un change de poste, par exemple, envisage une reconversion ou traverse une période de doute, ce dont il a besoin, c'est d'être écouté, soutenu, parfois même challengé, mais toujours dans l'humanité. Et ce n'est pas une machine qui peut faire ce travail. L'IA peut éclairer le chemin, oui, mais c'est l'humain qui donne l'élan finalement. Je dis souvent, c'est un copilote, c'est une aide, ça augmente l'humain, mais ça ne peut pas le remplacer. Je trouve que quand même, ça rend très curieux. J'adorerais avoir une baguette magique et qu'on puisse se dire dans 5 ans, on se revoit, Sandrine, et on verra comment ces technologies-là auront vraiment transformé la manière dont on vit le travail. Est-ce qu'il y a un sujet autour de l'IA qu'on n'a pas abordé ensemble et qui te semble crucial dans le scope des carrières ? Je pense que l'IA peut faire peur,
on peut essayer de rester à côté, l'éviter. Et en effet, la machine est en route, hein, et je pense qu'on on sera tous confrontés à un moment ou à un autre, donc c'est qu'une question de temps, et je pense qu'en effet, se saisir de cette opportunité au plus tôt, c'est important, parce que il y a cette phrase qu'on entend souvent, l'IA ne remplacera pas les humains, mais ceux qui l'utilisent remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Cette phrase, elle a tout un vrai sens, hein. L'enjeu, c'est l'appropriation. L'IA ne va pas faire disparaître le métier, elle va transformer les compétences qu'on attend. Il faut vraiment s'en saisir, apprivoiser cette nouvelle technologie. Et ceux qui la rejettent par peur ou par méconnaissance risquent, à contrario, d'être un peu à côté de la plaque par rapport à ceux qui auront pris vraiment le virage complètement, quoi. Et ne pas aussi, je pense, hésiter à questionner, à demander de la formation, d'avoir de la visibilité sur l'impact que ça va avoir sur le métier. Vous, avec votre outil AI Impact Scorecard, vous avez de la data qui permet d'avoir de la vision. Et donc, l'organisation peut avoir accès à ça. Et donc, pour les personnes qui travaillent dans l'organisation, c'est aussi important de pouvoir se projeter pour pouvoir rester à flot, quoi. Oui, et puis je pense que plutôt que mettre de l'énergie dans de la crainte, de ne pas savoir, vaut mieux mettre cette énergie justement dans la prise en main de finalement ces outils-là qui sont à portée de main de tous, hein. C'est ça aussi le gros avantage, hein. Exactement. J'étais vraiment contente qu'on aborde le sujet de la peur versus la résilience, parce que je pense que c'est vraiment le cœur du sujet IA carrière. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous partager pour s'acculturer un peu à ce sujet-là? Il y en a tellement finalement, on peut interroger ChatGPT, par exemple, hein. On lui dit, voilà, moi je suis quelqu'un de... j'ai des craintes, je suis dans l'émotion, j'apprends beaucoup les choses si j'anticipe pas. Finalement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu me conseilles comme livre? On pourrait faire l'exemple, hein. Oui, c'est vrai, on peut le faire en live. On peut le faire, hein. Tiens, tu fais le tien de ton côté. Moi, nous sommes deux personnes différentes. Forcément, il va nous... Allons-y. Hop. Alors, il t'a sorti quoi pour toi? Alors, je lui ai demandé « Quelles ressources ou livres me conseilles-tu pour m'acculturer au sujet IA et me construire une carrière résiliente ?» Alors, il me dit « Les livres accessibles et structurants. L'IA va-t-elle aussi tuer l'emploi ?» de Anthony Babkin et Philippe Taffin. Ensuite, La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Très marrant, c'est un livre qu'on nous a offert pendant mon MBA en marketing digital il y a très longtemps. Donc, il est toujours d'actualité, manifestement. Et ensuite, j'ai The Future of Work, Robots, AI and Automation de Darrell M. West. En anglais seulement. Et maintenant, si tu lui dis, voilà, j'ai beaucoup de craintes, mais lui un contexte, pas forcément de confiance autour de ça, il va te resserrer un petit peu la maille. Je lui dis, j'ai beaucoup de craintes pour la suite de ma carrière, qu'en penses-tu? Bien évidemment, il me rassure. C'est totalement légitime, Léa. Merci, chat. Il me dit, ce qui est vrai aujourd'hui, l'IA accélère la transformation des métiers, rédaction, communication, recherche, marketing, RH, design. Peu de domaines sont épargnés. Elle remet en cause certaines expertises acquises. On peut redouter d'être remplaçable ou simplement d'être dépassé. Mais ce qui est aussi vrai et souvent oublié, la capacité à comprendre, à relier, à questionner reste profondément humain et difficile à automatiser. Et c'est précisément ton point fort. Il me connaît bien. J'apprécie le compliment. En tout cas, moi, je lui ai demandé s'il devait me donner un seul livre par rapport aux craintes qu'on peut avoir. Il m'en donne un que je n'ai pas lu. Fantasia de Laure Siboni. Donc, je le lirai. Ok, on se fera une petite review. C'est ça, ouais. Le message que je retiens de notre discussion, vraiment, Sandrine, aujourd'hui, c'est la transformation, elle est là. Mais nous, en tant qu'humains, on a de fortes ressources d'adaptation, de curiosité. Et ceux qui prendront la vague sont ceux qui vont rider au mieux leurs prochaines étapes de carrière. Exactement, c'est une très belle image. J'ai une dernière question pour toi, Sandrine, que je pose à tous mes invités. Ma préférée. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, justement, qui est-ce que tu mettrais dedans?
Question pas évidente, qui m'a demandé beaucoup de réflexion, puisque finalement, il faut faire un choix. 3, c'est beaucoup et pas beaucoup finalement. Donc finalement, j'ai pris 3 personnalités un peu différentes, justement pour compléter. Une qui va incarner plus la vision tech, avec Satya Nadella. Une plus qui... Est-ce que tu peux nous dire qui c'est Satya Nadella ? Le CEO Microsoft, je crois que ça va faire 10 ans qu'il est en poste et il a vraiment transformé l'entreprise qui se porte très bien aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, voilà, l'idée c'était d'avoir une figure de la tech et je pense que dans mon board par rapport à ma fonction c'est important et justement par rapport au virage qu'on est en train de prendre avec l'IA. Et pour lui c'est un vrai levier stratégique. Il a investi beaucoup autour de l'IA. Une autre personne, plus par rapport à son courage, sa détermination, parce que je pense, dans ce monde incertain, il faut avoir des convictions et les porter avec force et détermination. Donc Simone Veil, qui pour moi est une femme remarquable, qui a vraiment fait des choses remarquables et a toujours resté sur sa posture. Et pour moi, c'est des valeurs très importantes. Et puis, une autre personnalité pour amener justement l'humain au centre, Marshall Rosenberg, où c'est une personne aussi. Moi, tu me parlais d'un livre, il y a un livre autour de la communication non violente qui m'a marqué. Les mots sont des fenêtres. Exactement. Pour remettre en effet la relation, l'écoute et la communication au cœur des transformations. Et pour le coup, là, il y a une sacrée transformation qui est en cours. Donc, justement, avec ce trio, je pense que ça m'aiderait à décider avec clarté, transformer avec sens et toujours rester aligné avec l'humain. Et je sais que tu demandes que 3 personnalités, mais moi, je vais essayer d'en rajouter une 4e et sans la nommer. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si je pouvais rajouter un 4e membre, ce serait un juriste visionnaire capable de nous guider dans ces méandres du RGPD et de l'IA Act, parce que l'innovation sans éthique, c'est une impasse. Donc, c'est très important. Génial. Superbe board. J'aimerais... Le problème, c'est qu'on ne peut pas totalement le mettre en œuvre. C'est ça. Malheureusement, il n'y aura pas de dîner avec ces 4 personnes. Mais vraiment très beau board et avec en tout cas des directions qui sont des piliers en fait, pour pouvoir construire un monde du travail soutenable et qui fait sens, même avec l'IA. Merci beaucoup Sandrine d'avoir pris le temps de venir à mon micro et je te dis à bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Sandrine Sareva, directrice des systèmes d'information chez Manpower Group Talent Solutions. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment l'intelligence artificielle transforme nos carrières et nos organisations. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.